François Bon, les carnets. Je suis toujours dans Pierre Bayard. Demain est écrit. C'est une suite de séquences où on parle beaucoup d'Oscar Wilde et Dorian Gray. Et s'y intercalent des séquences où on part pour une dizaine d'auteurs. Il y a Borges, il y a André Breton, j'ai parlé hier de Rousseau, il y a Virginia Woolf, il y a Edgar Poe, sur des choses qui leur arrivent dans la vie, mais comme s'ils les avaient écrites en amont. Et sur cette idée-là très, très, très fine, presque précaire, sauf un moment dans Proust où ça va prendre une sorte d'ambivalence, Bayard entre là, comme ça, dans des aspects de l'œuvre. Et moi, Émile Verhaeren, je savais qu'il était belge. Je savais vaguement l'histoire de sa fin, son décès, on va y revenir. Puis c'est tout, je connaissais des titres, les campagnes hallucinées et les villes tentaculaires. Oui, les villes tentaculaires, mais je crois que c'est la seule chose que j'avais lue de Verhaeren. Alors, est-ce que Pierre Bayard a lu plus que ça, lui, de Verhaeren? C'est même pas sûr, parce qu'il parle d'un livre, il met une petite note. Tout ce chapitre, y compris le choix de citation du poète, doit beaucoup à l'ouvrage de Charles Baudouin, Le symbole chez Verhaeren, Genève, Montgenet, 1924. Moi j'ai fait autrement, je suis parti charger, c'est dans le domaine public, et j'ai chargé pas mal de choses de Verhaeren, et puis j'ai pris ça dans la figure. Alors je vais commencer par ça. Je vais lire un texte de 2 pages de Verhaeren, juste se reprendre cette musique, puis ensuite on reviendra là au texte de Pierre Bayard. Il est très court, 2, 4, 6 pages, avec là encore tout un chemin de citations, et j'aurais bien envie qu'on le lise de près. Alors, ce que j'ai envie de lire de Verhaeren, c'est un recueil de 1902 qui s'intitule Les forces tumultueuses. Je sais même pas, c'est ça, il y a l'article, Les forces tumultueuses. Et si je prends la table des matières, là, sur l'iPad, je sais même pas si on peut se le procurer maintenant, sur la mer, l'art, l'amour, et ensuite, tout d'un coup, il y a un gros tour de vis. Le chapitre s'intitule Les maîtres, et dans les maîtres, il y a le moine, le capitaine, le tribun, le banquier, le tyran. Et si je clique par exemple sur le banquier, sur une table chargée où les liasses abondent, serré dans un fauteuil étroit, morné, branlant, il griffonne menu au long d'un papier blanc, mais sa pensée, elle est là-bas, au bout du monde, et si je vais un peu plus loin, et les guerres vastes dont il serait lui-même meurtre, rages et désespoir, le seul vrai roi, qui rongerait avec les dents des chiffres froids, les nœuds tachés de sang des plus ardents problèmes, si bien qu'en son fauteuil usé, morne et branlant, quand il griffonne à menus traits sur son registre, il lie à son vouloir bourgeois le sort sinistre et domine le monde où, comme l'effroi blanc, oh l'or, son or. Alors évidemment, on entend la grande voix, les gros rythmes du vieux Hugo, qui est pas si loin là. Mais est-ce qu'on a le droit là, de laisser ça trop en arrière, nous? Ensuite, les femmes, l'éternel, l'amante, l'Amazone, bien forcé, les villes. Et quand on va dans les villes, oh, ces villes par l'or putride, envenimées, clameurs de pierres et vols, et gestes de fumée, dômes et tours d'orgueils et colonnes debout, dans l'espace qui vibre et le travail qui bout, en ématu l'effroi et les affres profondes, ô toi, le voyageur, qui t'en allais triste et songeur par les gares de feu, qui ceinturent le monde, chaos et bonds de train par au-dessus des monts. Tiens, et les voilà, et les gares, et les trains, et là, on est après
les villes tentaculaires. Donc c'est une espèce de permanence, de récurrence, de travail de fond. Baudelaire, il n'a pas tout fait. Et ensuite les villes, la conquête, la science, l'erreur, la folie, les cultes, les baptêmes, les heures où l'on crée. Tiens, je n'ai pas lu celui-ci. Les ténèbres ferment mes yeux avec leurs mains douces et noires. Voici la paix, voici les gloires, voici le flottement joyeux du rêve et du sommeil sur ma mémoire. Et la vie ample et vaillante se rouvre au blanc galop de l'espoir d'or. On veut, et ce vouloir semble d'accord intimement avec le vœu du monde. Je reviens à la table des matières, donc ensuite l'utopie, les bagnes, et toute la fin s'intitule « Les cris de ma vie ». Les cris de ma vie, ma race, l'impossible, un matin, l'en avant, le vent, les repos, le voyage, l'étude sur les grèves. Et ça reboucle tout à la fin avec un texte qui s'appelle « Sur la mer », comme était le premier. Je voulais juste vous lire celui qui s'intitule, qui pile au centre du recueil, « La folie ». Et ensuite, on va voir Pierre Bayard. La folie. Route de fer vers l'horizon. Bloc de cendres, talus de schiste, où sur les bords un agneau triste broute les poils d'un vieux gazon. Départ brusque vers les banlieues. Rails qui sonnent, encore les rails et les banlieues de Rimbaud. Signaux qui bougent et tout à coup le passage des yeux crus et sanglants d'un convoi rouge, appel strident, ouragan noir, pays de brasiers roux et d'usines tragiques où sanglotent quand vient le soir toutes les voix du vent, frappant d'un contenu gémissement les fils à l'infini des craintes télégraphiques. C'est parmi vous qui entourez de vos remous les villes que s'en viennent chercher asile les cerveaux éclatés des démons et des fous, marqués chacun d'un signe derrière un mur aveugle et sourd de vieux faubourgs. Les cabanons s'alignent et la cité ardente et terrible là-bas qui les peuple de haut en bas avec les yeux aigus de ses vitres hagardes s'en inquiète et les regarde. Oh la folie et ses soleils tout à coup blancs, oh la folie et ses soleils plombants, à rayons lents, à rayons ternes, sinistrement, la fièvre et le travail moderne. Jadis, tout l'inconnu était peuplé de dieux. Ils étaient la réponse aux questions dont l'homme, en son âme puérile, dressait la somme. Ils étaient forts, puisqu'ils étaient silencieux, et la prière et le blasphème, qui ne résolvaient rien, tranchaient pourtant, au nom du mal, au nom du bien, les problèmes suprêmes. Or, aujourd'hui, c'est la réalité secrète encore, mais néanmoins enclose au cours perpétuel et rythmique des choses qu'on veut avec ténacité saisir pour ordonner sa vie, la vie et sa beauté selon les causes. L'homme se lève enfin pour ce devoir tardif, venu pour éclipser les feux de tous les autres. Il s'affirme non plus le roi, le preux, l'apôtre, mais le savant têtu, ardent et maladif, qui se brûle les nerfs à saisir au passage toute énigme qui lui est fuit, moment d'éclair, doute, certitude, labeur, fouille, voyage, la terre entière est sonore de son pas clair, et la nuit attentive écoute, hardée s'éveille, avec des yeux géants, il explore la treille des globes d'ombre et d'or pendus au firmament, les soirs sont flamboyants de hauts laboratoires qu'il allume pareil au feu des promontoires. La vie, il l'étudie en de simples ferments, couche après couche, il a fouillé les sols funèbres, il a sondé le fond des mers et des ténèbres, il a rebâti tout avec un tel souci d'en bien fixer l'assise et les combles et les mortaises, qu'il n'est plus rien sous les grands toits de ses synthèses qui ne soit soutenu et ne soutienne aussi. Et le tressaut universel des énergies règle ce travail neuf de ses forces surgit aux quatre coins du monde, et la terre et les dieux et ceux qui trafiquent au nom de l'or et ceux qui ravagent au nom du sang, tous se collaborent avec leur haine ou leur amour au but sacré de chaque heure du siècle. Un prodige s'essore et vous les provoquez, chercheurs, tout est serré, mailles de vie ou de matière entre vos doigts subtils, vos miracles humains illuminent les villes, et l'inconnu serait dompté et le savoir à larges pas géants
enfants auraient rejoint l'espoir si vos cerveaux battus du vent de la conquête n'usaient à trop penser vos maigres corps d'ascètes, et si vos nerfs tendus toujours et toujours là, un jour tel des cordes n'éclataient pas. Oh, la folie, avec ses cris, avec ses râles, et ses pas saccadés au long d'un haut mur blanc. Oh, la folie, et ses soleils plombants et pâles, comme des lampes sépulcrales sur les villes de l'Occident. Certes, vous l'entendez, chercheurs, fiévreux et blêmes, rôdez non loin de vos maisons, mais rien ne vous distrait du sort de vos problèmes. Vous surgissez, héros, donnant votre nom, comme jadis on prodiguait sa vie, et les chevaux des recherches inassouvies n'arrêtent point l'essor de leurs ailes vers la lumière, parce que ceux qui les montaient glissent à terre soudainement parmi les morts. Pour ça, je plaisir de quelque chose qui s'est passé là, chez lui, publié en 1902, vous le reprenez, et vous reportez la voix, là, vous la relancez, là. Non, le même. Alors Pierre Bayard, donc 6 pages, le chapitre s'appelle Accident. L'accident en question, je vais totalement le spoiler. On est le lundi 27 novembre 1916 à Rouen. Émile Verhaeren, qui a donné la veille une conférence et a passé la journée à visiter la ville. Petite précision même, le matin il est allé visiter non pas la ville de Rouen, mais l'abbaye de Jumièges, à côté. Se dirige vers la gare afin de reprendre son train vers Paris. Et ouais, en 1916, avec l'ambiance. Le ciel, en cette soirée d'automne, a des teintes sombres qui semblent secrètement accordées aux cris des sirènes et aux sonorités de l'acier. Ça, c'est Bayard qui se fait plaisir. Sur le quai, la foule est abondante, se presse aux alentours du train afin d'avoir une chance de trouver une place. Le convoi n'est pas encore complètement arrêté quand Verhaeren monte sur le marchepied et après avoir glissé sur un colis, tombe sur la voie. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a une telle presse de la foule que le bonhomme, les 2 jambes sectionnées, il est emmené à l'hôpital où il meurt quelques heures plus tard. Voilà, fin de Verhaeren, gare de Rouen, en plein milieu de la guerre 14-18. Et maintenant, l'un des traits marquants de son univers est un sentiment de profonde tristesse qui en imprègne toutes les composantes, quel que soit le lieu décrit, ville, campagne, bord de mer, une impression funèbre, s'en détache. Ah oui, mais c'est compliqué ça. Est-ce que justement, c'est pas parce que là, il y a quelque chose qui te paraît, toi, du noir, de l'opaque, de l'obscur, que justement, c'est pas ça dont il faut, dont tu as la contrainte intérieure de te saisir et y aller voir. Et là, quand on lit son inventaire des forces tumultueuses, c'est pas pour se faire plaisir. Cette tristesse de Verhaeren s'est accentuée à l'occasion d'une longue période dépressive qui s'est traduite dans ce qu'il est convenu d'appeler la trilogie noire, composée de 3 recueils de poèmes particulièrement sombres, Les Soirs, Les Débâcles, Les Flambeaux Noirs. Les forces tumultueuses donc ne font pas partie de ces 3. Flambeaux Noirs, je l'ai ouvert aussi, téléchargé. Bon. Mais elle est en fait à l'arrière-plan constant d'un univers visuel et sonore parfaitement accordé à l'expression du malheur. Et Bayard entremêle son propre texte de citations. Il en va ainsi de thèmes liés à la modernité industrielle comme le fer ou l'acier, souvent appréhendés dans une tonalité de danger. Un extrait de Sous les porches, dans Les Soirs. L'ombre s'affermissait sur les plaines captives et barrait de ses murs les horizons d'hiver comme en un tombeau noir de vieux astres de fer. Brûlaient, trouant le ciel de leurs flammes votives. On se sentait serré dans un monde d'airain où quelque part au loin se dresseraient des pierres mornes qui seraient les idoles guerrières d'un peuple encore enfant, terrible et souverain. Ainsi se trouve mise en valeur, prise du texte de Bayard, un lien privilégié entre le fer et le tombeau, lien pour le moment incompréhensible, mais lourd d'obscures menaces. Dans d'autres poèmes, cette menace se fait plus explicite. Le métal est alors clairement associé à la mort du poète. Sur un large échafaud, tu porteras la tête, et brilleront et les armes et les couteaux, et le temps sera clair, et ce sera la fête et la splendeur du sang et des métaux
là on est toujours non dans un texte qui appartient au recueil Les Débâcles. Que le fer porte la mort puisse devenir une arme dans la tragédie finale, un autre poème l'annonce, qui semble même décrire dans le détail, à travers l'image d'un cercueil de fer reprenant celle du tombeau noir, les circonstances concrètes de ces derniers instants. Là, mes doigts, on reprend encore un extrait de Les Débâcles. Et vous aussi, mes doigts, vous deviendrez des vers après les sacrements et les miséricordes. Mes doigts, quand vous serez immobiles et verts dans le linceul sur mon torse comme des cordes. Mes doigts qui m'écrivaient ce soir de rauque hiver quand vous serez noués les 10 sur ma carcasse et que s'écrasera sous un cercueil de fer ma carcasse. Être écrasé par un cercueil de fer, reprend Pierre Bayard. L'image encore imprécise fait coexister la ligne thématique de l'acier et celle de la mort, comme si l'écriture s'ingéniait à organiser par le jeu et la place des mots une répétition générale de cette ultime rencontre entre le corps de l'écrivain et celui de métal qui y mettra fin. Et poème révélateur d'une association obsédante entre les métaux et l'angoisse de mort, surgit par moments comme si elle venait cristalliser toute une série de peurs informes en quête d'un objet nommable, l'image cauchemardesque d'un train devenu fou. Au loin, alors là encore un extrait, cette fois, c'est dans Les Flambeaux Noirs, les villes. Au loin, de longs tunnels fumeux, au loin des boues et des gueules d'égout engloutissant la nuit quand strident cri qui vient passe, fuite et s'éraille. Les trains, voici les trains qui vont, broyant les ponts, les trains qui vont, battant le rail et la ferraille, qui vont et vont manger par les sous-sols profonds et revomis là-bas vers les gares lointaines, les trains soudains, les trains tumultueux, partis. Et ce jeu-là d'apposition sur les trains, voici les trains qui vont, battant, qui, avec retour après, qui vont et revomis. C'est Apollinaire, mais Apollinaire, c'est quasiment 15-20 ans plus tard. Crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus. Pierre Bayard. Et ces trains de mort ne sont pas isolés, mais participent de l'ensemble d'une scène organisée autour d'un lieu maudit, celui du quai. Là, encore un extrait qui vient encore à la ville, mais cette fois dans les campagnes hallucinées. Des quais sonnent au choc de lourds fourgons, des tombeaux grincent comme des gonds, des balances de fer font choir des cubes d'ombre et les glissent soudain en des sous-sols de feu. Des ponts s'ouvrant par le milieu, entre des mâts touffus dressent des gibets sombres et des lettres de cuivre inscrivent l'univers immensément par à travers les toits, les corniches et les murailles, face à face comme en bataille. Et tout là-bas passent chevaux et roues, filent les trains, volent les forts, jusqu'aux gares dressant elles des proues, immobiles de mille en mille, un fronton d'or. Un quai, donc, reprise de Pierre Bayard, sur lequel se produirait, à en croire l'écriture, l'accident suprême, qui semble déjà se préparer à l'accueillir. Alors, c'est encore un texte là qui vient cette fois de Tendresse première. Il ne met pas les dates. Ça, bon, c'est Bayard. Faut pas, comme souvent non plus, il ne met pas les traducteurs là, des extraits qu'il cite. Mais bon, à nous de faire le boulot. Moi, c'est ça que j'aime aussi chez Bayard. Mais ces bouquins là, dont je suis la piste là, depuis quelque temps, les livres qui vous induisent à lire, découvrir ou relire d'autres livres. C'est-à-dire des livres qui vous disent « Eh ben, vas-y mon gars, fais le boulot. Moi, j'ai juste trouvé ça, j'ai même pas été chercher plus loin. Mais toi, tu peux y aller. » Eh ben, c'est ce qu'on fait ensemble. Un soir qu'avait passé les attelages, avec des bruits de fers entrechoqués, on trouva mort le long du quai un roulier roux qui revenait de Flandre. On ne surprit jamais son assassin, mais certes moi, j'avais dû l'entendre frôler les murs avec sa hache en main. Encore tendresse première. Il n'y a pas jusqu'à la foule au milieu de laquelle le drame va survenir. Alors, le pauvre Verhaeren, il revient de Jumièges, peut-être visiter le musée des Beaux-Arts de Rouen, passer voir la cathédrale, et puis peut-être il y avait Monet là, qui était justement ce jour-là en train de peindre. Je ne sais pas, non, Monet c'était avant quand même, mais justement.
tout ça se tient. Il a donné sa conférence, et debout sur les quais, sa lanterne fatale, le parc dont les fuseaux plongent aux profondeurs, et ses marins noyés sous les pétales de fleurs de boue, où la flamme met des lueurs, et ses marches et ses gestes de femme saoulent, et ses alcools de lettres d'or jusques au toit, et tout à coup la mort parmi ces foules. T'as pas chez Baudelaire et t'as pas chez Hugo. Un train menaçant, des bruits d'acier, un quai de gare sur lequel se presse une foule. Alors Bayard, il y va là. C'est le teaser là de la fin qu'il prépare avec une netteté qui justifie que ce paysage ait finalement franchi la porte introuvable, séparant la fiction de la réalité. Ça, c'est le thème de son livre. Quand on met ensemble les différents éléments, un site précis se dessine à l'horizon comme en attente du personnage manquant à la complétude de la scène, lequel se trouve, pour ainsi dire, happé par la singularité du lieu où il est appelé à prendre fin. Alors, Bayard est psychanalyste, alors chaque fois, pour lui, il y a ce dialogue avec la psychanalyse, et là, il y a un événement biographique aussi. C'est Baudouin, un psychanalyste que cite le psychanalyste Bayard, remonte alors vers l'enfance du poète où il identifie un traumatisme majeur, la perte d'une jeune amie morte accidentellement. L'évocation de la disparue revient en effet fréquemment dans les poèmes, témoigne de l'intensité avec laquelle fut vécu cet amour d'enfance, aux échos peut-être maternels, puis ressenti la séparation. Même longtemps après, la souffrance ne semble pas éteinte. Les poèmes qui évoquent le deuil de la jeune disparue laissent par moments apparaître le désir d'en finir soi-même en sa compagnie. Citation là qui vient de Ardeur naïve, toujours tendresse première. Je me souviens aussi de cette histoire où deux enfants, les doigts unis, mouraient d'un même coup de hache un soir dans la forêt. Et je voulais mourir ainsi, je voulais dormir ainsi avec toi, seul, loin du monde, sans qu'on le sût jamais. Et le grand écart. Étranges images pour dire la volonté de rejoindre la jeune morte et qui se font encore plus menaçantes quand la hache attire à elle par associations successives, des visions d'angoisse où se mêlent le fer et les essieux. Toujours tendresse première. Quand je ferme les yeux, j'entends encore le choc des fers et des essieux et les lourds camions sur les routes profondes. T'aurais écrit ça, toi ? Et les lourds camions sur les routes profondes. Les mêmes motifs d'angoisse se laissent donc retrouver précisément comme les marques d'une écriture intérieure très ancienne qui n'aurait de cesse de trouver à s'exprimer. Il semble que dès l'enfance était en place dans l'imaginaire de Verhaeren un réseau d'associations particulièrement dense, dominé par les éléments mêmes dont le poète était destiné à mourir, et que la fin se soit ainsi trouvée plus proche du commencement que des périodes intermédiaires qui les ont pour un temps séparés. Et il y arrive, Pierre Bayard. Donc demain est écrit, à quoi il arrive ? Il arrive à écrire ce lundi 27 novembre 1916 à Rouen. Émile Verhaeren, qui a donné la veille une conférence, a passé la journée à visiter la ville, se dirige vers la gare afin de reprendre son train pour Paris. Le ciel, en cette soirée d'automne, a des teintes sombres qui semblent secrètement accordées aux cris des sirènes, aux sonorités de l'acier. Sur le quai, la foule est abondante et se presse aux alentours du train afin d'avoir une chance de trouver sa place bousculade. Le convoi n'est pas encore complètement arrêté. Verhaeren monte sur le marchepied après avoir glissé sur un colis, tombe sur la voie, les deux jambes sectionnées. Il est emmené à l'hôpital où il meurt quelques heures plus tard. Les démonstrations faites, ce qu'il traverse là, dans l'agonie, toute sa vie, il l'a écrit, à la recherche d'une qui déjà était accidentellement morte dans l'enfance. Content de saluer Pierre Bayard, toujours, mais rouvrir la page Verhaeren. Gratitude. Vous voyez, toutes ces choses-là, tu les embarques en toi et elles restent vibrantes à l'intérieur de toi. On a besoin, chacun de nous, de s'alourdir. Et lire, c'est ça. Justement, lire là, quand on rouvre des pages comme celle-ci. Comme la folie, là, dans Force tumultueuse.